pouvoir nous offrir cette conférence. Je crois que c'est le mot offrir qu'il faut utiliser. Voilà, M. Camille Janard, qui est un économiste gestionnaire à la faculté de Pau et Bayonne, donc on est entre les deux. C'est un plaisir de parler de la formation des prix agricoles. Donc c'est un vaste programme. Alors il va se présenter lui-même, on va assister à sa conférence, et ensuite on aura tout le de lui poser des questions, peut-être pendant sa conférence, voilà, on vous laisse faire. Voilà. Et ça va être une bonne conférence, quelque chose de tout profitable pour votre formation et pour l'examen. Je ne prends pas ce micro-là, pas la peine. Je pense que là. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai besoin d'un micro parce que j'étais un peu grippé, donc si vous voulez entendre, ce sera plus facile. Alors, en fait, c'est une conférence, mais qui normalement doit être une discussion. Moi, parler, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'on discute sur un sujet qui va de toute façon vous concerner très rapidement. Je me présente juste très rapidement. Camille Janard, je suis enseignant-chercheur à l'université. Je dirige l'IAE, qui est l'école universitaire de gestion de l'université, à Pau et à Bayonne. Donc on a deux campus. J'habite à Orthès, donc au milieu. Et à titre personnel, j'ai une exploitation agricole à Orthès. Donc j'ai deux métiers. Je suis enseignant-chercheur agriculteur. C'est un nouveau métier qui est en train d'émerger. Alors, on m'a demandé, j'ai répondu avec grand plaisir, de parler des prix des produits alimentaires. Alors, la première chose, ce qui va m'intéresser, c'est que dès qu'il y a une idée qui n'est pas claire pour vous, vous puissiez m'interrompre. Encore une fois, je vais vous présenter des éléments un peu généraux, mais qui vont vous permettre normalement de comprendre pourquoi à un moment on se pose la question du prix. La question du prix, ce n'était pas une question qui se posait il y a quelques années très souvent en agriculture. Aujourd'hui, c'est une question qui est omniprésente tous les jours. Un agriculteur, un producteur de produits alimentaires, il se pose la question du prix. Donc on va nous s'interroger sur pourquoi maintenant on se pose la question alors qu'on ne se posait pas, ou on ne se la posait pas tout à fait de cette manière-là avant. Puis ensuite, je vais prendre quelques exemples pour comment on calcule un prix de vente. Quand on calcule un prix de vente, c'est là où quand on est agriculteur, ou quand on fait de la vente directe, ou quand on est simplement transformateur, on s'est dit, je calcule mon prix de vente parce qu'à la fin du mois, ce serait bien que je puisse avoir une rémunération. En plus de payer toutes mes factures, il faut que je puisse me verser une rémunération. Alors un salaire, ce n'est pas toujours exactement le cas, mais en tout cas, de quoi me nourrir et puis éventuellement nourrir ma famille et puis éventuellement partir une fois de temps en temps en vacances. Et puis la dernière partie, ce sera une discussion. Ce qui va être intéressant, c'est de s'imaginer la question du prix demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que lorsque vous allez arriver sur votre premier métier, ce sera peut-être plus récemment que dans 10 ans, vous allez de toute façon être obligé de gérer des prix ou la formation des prix. Donc, je pense que ce sujet il est vraiment à la fois actuel et à la fois très important pour vous, parce que la première fois que vous allez fixer un prix, que vous avez la capacité de fixer un prix, eh bien vous allez vous poser tout un tas de questions. Alors voilà comment ça va être organisé. Je vais donner quelques éléments de contexte, enfin 3 éléments de contexte qui sont très très importants pour que vous les ayez à l'esprit pendant toute la discussion. Parce que ces éléments de contexte, c'est ceux qu'on va retrouver en permanence et on va toujours poser plus ou moins les mêmes questions. Ensuite, je vous indiquerai comment se forment les prix. Alors, ça va être assez compliqué de trouver agricole aujourd'hui.
eh bien, il représente une place de moins en moins importante dans la totalité des emplois qui sont proposés en France. Ce qui a augmenté, c'est plutôt les emplois dans le tertiaire, c'est-à-dire plutôt les services, que dans l'agriculture. Première évolution, baisse de ce que cela représente sur la totalité des emplois. Et puis là, vous avez un autre graphique qui dit un peu la même chose, qui montre tous les emplois qui ont été perdus et tous ceux qui ont été gagnés. Donc vous voyez la barre du zéro, tout ce qui est à gauche, c'est les emplois qui ont été supprimés, et tout ce qui est à droite du zéro, c'est tous les emplois qui ont été gagnés. Et bien vous voyez l'agriculture, c'est tout en haut, c'est la catégorie du métier où il y a eu le plus de pertes d'emplois. Troisième grande évolution, c'est l'évolution de la taille des exploitations. Alors, là, ces chiffres s'arrêtent à 2000, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une baisse du nombre des exploitations et une augmentation de la taille des exploitations. Une augmentation de la taille moyenne des exploitations. Est-ce que vous savez... Oui, je l'ai mis. Je ne savais pas si j'allais vous poser la question de la taille moyenne d'une exploitation en France. 55 hectares, vous êtes extrêmement doué. Très très bien. C'était évidemment la bonne réponse. Alors, là, si on fait un focus de l'agriculture française par rapport à d'autres agricultures, ce sont des... Même s'il y a une augmentation de la taille des exploitations, la surface agricole utile des exploitations, ça reste quand même une moyenne raisonnable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des fermes qui sont avec plusieurs milliers d'hectares, comme on peut trouver dans d'autres zones du monde, comme en Australie, aux États-Unis. Même s'il y a une évolution, on peut dire que la ferme française est une ferme de taille moyenne, 55 hectares. Je dis ça parce que tout à l'heure, on en reparlera. Deuxième grosse évolution, l'évolution des formes de commerce. Là aussi, je n'ai pas tout détaillé parce que ça aurait été un peu trop long, mais ce qu'il faut dire, c'est que le commerce en France, c'est essentiellement la grande distribution. La grande distribution capte à peu près, selon les secteurs, entre 80 et 90% des achats. D'accord ? Qui n'est jamais allé dans un supermarché? Voilà. Bon. Ça aurait pu être possible. Il y a 1% de personnes qui disent n'avoir jamais. On ne sait pas trop les identifier, mais bon. D'une manière générale, chacun fait ses courses dans une grande surface, une moyenne surface. Pour quelle raison, à votre avis? C'est pratique. Mais encore, c'est rapide. Ensuite, les prix. Les prix sont très attractifs. Mais encore. Alors vous ne vous rendez pas forcément compte parce que la plupart d'entre vous êtes très jeunes. Mais un autre argument qu'on ne constate plus vraiment aujourd'hui, c'est qu'on a tous le même toit. Avant, on faisait les courses chez le boucher, chez le boulanger, chez le cordonnier, chez le ceci. Aujourd'hui, on a tous sous le même toit. Alors, on ne s'en rend plus compte parce que c'est passé dans nos habitudes de consommation. Mais il n'empêche que c'est une évolution très importante du commerce parce que ça pose d'autres problèmes, notamment le fait que les commerces, on va dire traditionnels, sont partis des centres-villes pour aller plutôt en périphérie dans des grands ensembles. Et c'est la même tendance aux États-Unis, c'est la même tendance en Asie, c'est la même tendance dans beaucoup de pays industrialisés où on voit que le commerce est devenu un commerce industriel. Autre remarque à faire, ici vous avez la totalité des acteurs, pas tout à fait la totalité, mais on va dire la totalité pour schématiser, la totalité des acteurs qui forment aujourd'hui la grande distribution. C'est-à-dire qu'il y a 6 groupes qui forment aujourd'hui la grande distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes un agriculteur, si vous êtes une coopérative agricole, que vous voulez, ou si vous êtes une filiale d'une coopérative agricole, que vous voulez vendre un produit à des consommateurs,
eh bien, vous devez vous adresser à l'un de ces 6 clients. Pourquoi? Parce que vos produits, vous allez les vendre soit à Carrefour, soit à Leclerc, soit etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vendre un produit agricole transformé, eh bien, en face de nous, transformateurs, il y a 6 clients, pas plus. Deuxième évolution, c'est évidemment l'apparition du commerce électronique. Qui est-ce qui a déjà acheté un produit alimentaire sur Internet? Je mets 2 personnes. Je vais penser plus. Il n'y a personne qui a fait ses courses au drive. Ah oui, ça fait partie de ça. Quand vous faites vos courses au drive de chez Leclerc, de chez Système U, j'ai préférence, c'est déjà du commerce électronique. Vous faites votre commande sans aller dans le magasin. Et ça, c'est évidemment une autre tendance très lourde. Il faut savoir que le commerce alimentaire par Internet augmente à peu près de 12% par an. D'accord? C'est un très fort taux de croissance par rapport à d'autres secteurs qui sont très contents quand il y a 1% de croissance. 12% de croissance dans le commerce, c'est très important. Et en France, vous voyez, il y a 23% des ménages, c'est des données de 2014, donc on sait que ça a gagné au moins 5 points. 23% des ménages qui ont déjà acheté des produits de grande consommation sur Internet. Et on peut penser, si on regarde d'autres pays, notamment les pays asiatiques, notamment la Chine ou le Japon, l'habitude de consommation, c'est de commander depuis son smartphone. Donc vous achetez votre produit alimentaire sans aller dans un seul magasin. Vous commandez directement depuis votre smartphone et vous vous faites livrer soit au bureau, soit chez vous. Donc il faut vous imaginer, c'est pour ça que j'essaie de vous mettre ces éléments de contexte en tête, que les habitudes de consommation, et on va y revenir tout à l'heure sur le prix, elles vont dicter ce qu'on attend d'un produit alimentaire et du prix qu'on est prêt à mettre. Et il est probable qu'en Chine ou au Japon, le prix du service, il soit supérieur au prix du produit. Je m'explique. Vous avez un produit qui vaut 5 euros. Vous le commandez avec votre smartphone. Il est probable que le coût de la logistique, de la livraison, de la personne qui va vous amener votre produit dépasse les 5 euros de votre seul produit. Et il est probable que petit à petit, le prix de votre produit il devienne presque insignifiant dans votre acte d'achat. D'accord? Donc on va en reparler, mais c'était pour que vous l'ayez en tête. S'il vous plaît. Oui? Sur les produits de grande consommation, c'est uniquement des produits alimentaires? Non, il y a tout. Il y a tout, mais on a la même tendance sur les produits alimentaires. C'est-à-dire que là, c'est les produits de grande consommation, mais on aurait pu mettre aussi les chiffres sur la restauration hors domicile. On aurait eu les mêmes tendances. Alors, évolution du consommateur, là aussi, une évolution essentielle. Le consommateur, aujourd'hui, c'est un citadin. C'est pas quelqu'un qui vit en zone rurale. À peu près, je l'ai mis après, ça c'est l'évolution de la population qui vit en zone urbaine. Et vous voyez que ça n'a cessé de croître pour arriver à peu près à 80%. Et c'est une tendance qui est mondiale. Partout dans le monde, les gens se regroupent de plus en plus en ville. Alors on peut penser qu'on arrive à peu près à une saturation, 80 en ville, 20% en monde rural. Mais la conséquence de cela, c'est aussi une conséquence sociologique. C'est-à-dire que le consommateur d'un produit alimentaire n'a plus de contact avec la ruralité, n'a plus de contact avec le monde agricole. Si ce n'est, pour certains, ils peuvent avoir encore une génération avec des liens au monde rural. Mais à partir de l'après-guerre, 1945, les gens sont partis des campagnes pour aller dans les villes. Et donc, il y a 60 ans que les gens viennent en ville. Et donc, il y a une perte de contact entre le consommateur, qui est à 80% un citadin qui vit en ville,
et le producteur agricole qui est en zone rurale. Et ça, c'est pas neutre parce que il y a une déconnexion entre le consommateur d'un produit alimentaire et le producteur d'un produit alimentaire. Donc vous avez peut-être déjà entendu des reportages à l'occasion du salon de l'agriculture où on pose des questions du type de quel animal provient le foie gras. Vous en avez un certain nombre qui répondent ça vient du lapin, ça vient du... Parce qu'il n'y a plus de connexion avec le monde agricole. Alors, pour vous ou pour nous, et je m'y inclus dedans, ça paraît ridicule, mais c'est une réalité très forte. Parce que là, je parle du foie gras, c'est-à-dire que là, c'est peut-être moins parlant, mais on a la même chose sur du lait, on a la même chose sur du fromage, voilà, sur tout un tas de produits où le consommateur n'a plus du tout d'idée sur l'origine agricole du produit. Deuxième évolution sur la consommation, c'est la baisse de la part de l'alimentation dans le budget du ménage. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la part qu'on consacre à notre budget mensuel ou hebdomadaire à l'alimentation, elle est de plus en plus faible. Aujourd'hui, les postes qui sont en forte augmentation dans la consommation des ménages, c'est quoi à votre avis? Loisirs, tout à fait. Il y en a un autre qui est encore devant. Alors peut-être que vous le mettez dans le loisir d'ailleurs. Communication. La communication, c'est ça, les téléphones portables, la télévision, les abonnements à des chaînes thématiques, etc. Tout ça, c'est le poste de consommation qui augmente le plus. Et au détriment de l'alimentation. Et ce que beaucoup disent, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation, dans le budget des ménages, c'est la variable d'ajustement. C'est-à-dire que d'abord, on paye le téléphone, d'abord, on paye la télé, et ensuite, on va regarder ce qu'il nous reste pour manger. Et on adaptera l'alimentation en fonction de ce qu'il nous reste à dépenser. D'accord? Alors, il faut vous imaginer, vous l'avez peut-être vu dans vos cours, qu'il y a 50 ans, c'était exactement l'inverse. D'abord, on mangeait, et ensuite, on avait du divertissement, du loisir, de la communication, etc. Et les choses se sont complètement inversées. Et là aussi, quand vous êtes dans la peau d'un producteur qui vend un produit alimentaire, c'est pas neutre du tout, parce que vous arrivez, entre guillemets, à la fin des dépenses que les ménages veulent consentir. Donc, quand on fixe un prix, c'est pas neutre. Alors, quand on regarde ce que les gens consomment, bien là aussi, on a des évolutions importantes. Ce qui augmente le plus, c'est les produits sucrés et les produits préparés. C'est-à-dire que les produits, on va dire basiques, non transformés, perdent du terrain, la viande perd du terrain, et ce qui gagne en présence dans les paniers, c'est des produits sucrés et des plats préparés. Donc la structure de la consommation est aussi en augmentation. Alors, une fois que vous avez tout ça en tête, on peut commencer à parler des prix. Parce que le prix, ça vient dans un contexte. Quand on s'intéresse au prix, c'est qu'il y a un consommateur en face. À quel moment, dans les médias, vous entendez parler de prix? Quand il y a des crises, exactement. Quand il y a des crises, et quels sont les termes du débat? Quelles sont les questions qui font débat? Pourquoi il y a une crise? Voilà, amélioration du revenu du producteur, c'est-à-dire les producteurs s'insurgent sur la baisse de leur revenu ou sur... Ça, c'est la première question qui se pose. En gros, le producteur, il dit « je ne gagne pas assez ». Qu'est-ce qu'il y a comme autre type de revendication? C'est un peu la même chose, mais dit différemment. Pouvoir d'achat. Là, la répartition d'argent, exactement. C'est-à-dire que certains ont l'impression que sur 10 € gagnés, eh bien, moi, le producteur, j'ai rien, et tous les autres ont tout. Donc ça, c'est la répartition de la valeur. Et les termes du débat fonctionnent autour de ces deux questions, et il y en a une troisième, qui est toujours en toile de fond.
La demande du consommateur, alors ça c'est vrai, mais une question qui est plus dans les conflits, parce que le consommateur il est relativement éloigné malgré tout des conflits, même s'il participe. Les conflits ou les crises se opposent qui à qui, en général? Les agriculteurs aux grandes surfaces. Et qu'est-ce qu'elles reprochent l'une à l'autre? Les prix, ok. Il y a un autre aspect qui est souvent mis en lumière, la qualité, effectivement, et dans leurs relations. Les marges, oui, mais quels sont les reproches habituels des agriculteurs, des producteurs vis-à-vis de la grande distribution? La transparence. La transparence, oui, et plus largement, la conformité. Le pouvoir, exactement. Le pouvoir. C'est-à-dire que la revendication en toile de fond, c'est de dire la grande distribution a tout le pouvoir. Ça, oui. Alors, quand on parle de la formation des prix, c'est évidemment très très différent selon le secteur agricole dans lequel vous vous trouvez. Il y a en gros les grandes cultures. Comment sont fixés les prix dans les grandes cultures? Si vous vendez du maïs, comment